Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous avons le plaisir de recevoir et d'être en ligne, surtout avec Madame Anne-Clémentine Larocque. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Madame Anne-Clémentine Larocque, spécialiste de l'idéologie islamiste, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheuse associée au CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste d'analyste spécialisé pour la justice française depuis 2016. Elle est l'auteur de nombreux articles et d'un essai paru en janvier 2018, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, édition PUF 2018. Avant de parler de cet ouvrage, et notamment le cas qui nous intéresse de près, le cas du Maroc, je souhaite tout simplement, vu ce qui se passe actuellement sur notre territoire, sur la France, et la question de l'islam, comment vous voyez-vous dans l'avenir, et notamment l'avenir proche, la possibilité que l'islam, dans sa gestion, trouve un apaisement dans un espace laïque? Écoutez, je pense que l'islam, donc en France déjà, a une certaine histoire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même eu des étapes importantes qui concernent et cette religion et la gestion de cette religion par la République. Les lois de 2004 ou 2010, par exemple, encadrent un certain nombre de choses qui ne concernent pas que l'islam, mais qui, évidemment, sont en lien avec ce qui concerne l'ostentation, et l'ostentation donc des signes extérieurs. Moi, je pense qu'un apaisement peut être possible à partir du moment où les choses sont clarifiées par l'exécutif. C'est-à-dire qu'il faut aussi redéfinir pour un certain nombre de nos concitoyens ce qu'est l'islam, mais ce qu'est aussi l'islamisme, idéologie sur laquelle, vous l'avez rappelé, je travaille. Il y a une distinction très forte entre les deux, mais il y a aussi des liens. Je pense qu'il faut que ce soit clair, quoi. On est en république laïque, l'espace public est protégé de tout le discours, en tout cas religieux, ou sur les religions, qui est tout à fait librement en fait développé dans la sphère privée. Il faut que ça perdure, évidemment. Il faut aussi peut-être structurer, et je pense que l'idée d'un islam de France, c'est un peu ça, sur quoi on réfléchit depuis quelques années aussi. Ça n'a pas forcément été manifestement la bonne solution avec le CFCM, mais je pense que l'islam de France, effectivement, doit, en fait, en tout cas, représenter quelque chose. Il n'y a pas de représentant en tant que tel, et ça nourrit, en fait, des guerres, aussi des messages qui ne sont pas forcément bons, qui font amalgame aussi avec l'islamisme, qui est autre chose que l'islam. Et je pense qu'aujourd'hui, la structuration de quelque chose qui soit officiel, institutionnel, ne poserait pas de problème et ne s'opposerait pas nécessairement à l'idée laïque. Donc, si j'ai bien compris, à ce jour, donc jusqu'à maintenant, parce que toujours on est en attente de la décision du président de la République, oui, et aussi l'évolution de ce dossier, si j'ai bien compris votre analyse, il y a quand même un piétinement de l'islam politique sur l'islam en tant que tel ici en France, voire en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle pas d'islam politique, je parle d'islamisme. Parce que je considère qu'effectivement, il y a une revendication d'un message politique au travers de l'islam. Vous avez raison, c'est finalement la manifestation politique de quelque chose. Et oui, il y a comment dire, des relations entre ce qui se passe dans le monde arabo-musulman et ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France, c'est certain. Mais on a quand même aussi quelque chose de très national qui s'est développé avec une histoire nationale, l'histoire aussi d'un islam en France. Je n'ai pas encore dit de France, mais qui doit être étudié et qui doit être pris en compte par le législateur et par l'exécutif avant de mettre en place quoi que ce soit. Et c'est vrai que tout le débat sur la laïcité concerne aussi cette prise en compte d'une minorité qui a été grandissante aussi depuis les années 60-70. La configuration de la démographie française a changé et cette prise en compte en fait doit être nécessaire. Mais je pense qu'effectivement l'objectif c'est que l'islam devienne une religion comme les autres en France, qu'elle soit pas forcément montrée du doigt nécessairement ou qu'elle soit pas différente parce que géopolitiquement et politiquement, il se passe autre chose en Syrie, en Irak, en Égypte ou au Maroc, vous voyez. Il faut aussi que quelque part, il y a une incarnation qui se fasse de manière nationale qui permette aussi à un islam national de se développer. Vous voyez bien le problème, par exemple, de toutes
de la formation des imams ou du financement des mosquées. Quelque chose qui est en train d'évoluer dernièrement. Hein. Le financement est beaucoup plus transparent aujourd'hui. Des instituts de langue, des mosquées, etc. La formation des imams, c'est pareil. Enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait que des imams qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, etc., ou de Turquie, ça pose aussi un vrai souci en termes de, si vous voulez, de vraie assimilation de ce que peut être cette religion en France. Oui, la semaine dernière, j'avais un invité de taille, hein, c'est M. Louisi, hein, qui a parlé. Il y a pas que l'islam consulaire marocain, algérien et turc, mais aussi il y a l'islam consulaire qatari. Et il parle des frères musulmans. Du Golfe, ouais. Voilà. Selon vous, sur le territoire français, on a bien suivi cette affaire, donc il y a des trous, donc la France c'est un passoire. Si j'ai bien compris un petit peu, l'étendue des dégâts qui peuvent être occasionnés par un islam, je dis politique encore une fois, sur la stabilité et aussi ce vivre ensemble tellement souhaité par la quasi-totalité de la société française. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'ennemi de la République et des valeurs républicaines qui ont été quand même mises en place depuis 1789, ensuite qui ont été véritablement approfondies, en tout cas renforcées à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, avec nos différentes constitutions, l'idée c'est quand même de lutter contre le communautarisme. Hein, la France une et indivisible, c'est quand même le maître mot au départ. Et le communautarisme, il passe justement par cet état de passoire, comme vous le dites, par des gens qui effectivement veulent non seulement défendre quelque chose, mais revendiquer une nouvelle manière de voir le monde, ou la France même, et qui peut effectivement être préjudiciable. Ça, il faut l'encadrer, C'est pour ça qu'il faut protéger la religion, je dirais, du message politique et de la politisation. Hein. Et c'est ce qui se passe à tout niveau, c'est ce qui se passe aussi dans les tribunaux, quand vous avez des procès qui concernent justement l'idéologie islamiste ou le terrorisme islamiste. L'idée, c'est d'arrêter de parler de religion, mais de démontrer qu'il y a du politique derrière. C'est une instrumentalisation du politique, du religieux par le politique. Ça existe depuis, on le sait, de très nombreux siècles, mais ça se fait sur le territoire français. Il faut protéger absolument les concitoyens et aussi les Français musulmans de cette dérive. C'est une dérive. Ben justement, c'est une belle introduction par rapport à votre ouvrage. Hein. Donc, vous avez bien fait un travail formidable. J'aimerais bien vous le féliciter. Hein. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est très intéressant comme conclusion qu'on peut tirer par rapport à ce travail. L'islamisme au pouvoir, Tunisie, bien sûr, Égypte et Maroc. Et puis, comme je l'ai dit dans notre discussion privée, je suis franco-marocain. Et tout ce qui se passe au Maroc, ça m'intéresse de près. Et on parle de cette expérience, bien sûr, au Maroc, en termes de la gestion du pouvoir. Comment, premièrement, vous avez pu faire ce travail d'une manière souple ou pas? Est-ce que le Maroc, c'est un pays qui est ouvert à des recherches comme la vôtre, un pays où il y a un commandeur de croyants, ou bien et vous avez eu quelques difficultés par-ci ou par-là? Tout à fait. Écoutez, moi j'ai eu la chance de pouvoir déjà être conseillée par l'ambassade de France vis-à-vis par rapport à des gens que j'ai pu rencontrer. Alors pas que par l'ambassade de France, mais en tout cas j'ai pu avoir des contacts très intéressants. Ça a été pour le Maroc en tout cas plus facile qu'en Tunisie, en Égypte, pour rencontrer, on va dire, un certain nombre d'individus et d'acteurs qui sont quand même dans une forme d'ouverture dans le dialogue. Le lien, évidemment, vous le savez, entre le Maroc et la France reste particulier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté aussi moi, j'ai trouvé que j'avais eu un accueil très, très bon. On m'a dit des choses un peu ironiques parfois, notamment sur la laïcité, mais on reviendra là-dessus. Globalement, cette enquête, elle a été faite entre fin 2014, on va dire 2015 et 2017, fin 2016. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs voyages dans chacun des 3 pays que j'ai pu découvrir. Et moi, ce qui m'a intéressé, la démarche du livre, c'est de comprendre comment est-ce que finalement le PJD au Maroc, Enarda en Tunisie, puis au départ le PLJ en Égypte, mais qui a été, vous savez, finalement débouté par Al-Sisi en 2013, comment est-ce que ces 3 familles politiques qui viennent des frères musulmans, eh bien, elles incarnent finalement une possibilité pour la démocratie d'exister. Alors, évidemment, c'est des choses qui peuvent, pour les Français, et les Français qui sont notamment laïcs, peuvent paraître bizarres, puisque des partis islamistes, ça fait plutôt peur au départ. Moi, l'idée, c'était d'aller voir justement les acteurs
et ces gens qui ont été élus, et de savoir ce qu'ils disent de la démocratie, ce qu'ils voient pour la suite, et comment est-ce qu'ils considèrent justement une association éventuelle de l'islam et de la démocratie. Et donc j'ai eu un accueil, plutôt facile. Après, j'ai pas pu rencontrer forcément des figures salafistes. J'ai eu des gens au téléphone, j'ai pas forcément eu des rencontres plus facilitées. Notamment en Tunisie, j'ai pas pu les rencontrer, les salafistes. Donc vous avez fait une enquête bien précise, comme il faut de terrain, donc c'est très important, avec bien sûr cette arrivée de PJD au pouvoir. Et comme tout le monde le sait, le PJD est arrivé au pouvoir d'une manière démocratique, c'est-à-dire après, bien sûr, les élections de 2011. Donc, chose qui a été actée. Et depuis 2011 à ce jour, donc j'aimerais bien, en matière de nous donner votre appréciation après votre enquête, qui a duré 2 ans, comme vous dites, depuis 2014 jusqu'à la fin 2016. Comment vous voyez-vous cette pratique de la gouvernance au Maroc par l'intermédiaire de ces gens qui sont issus d'une mouvance islamiste? Moi, j'ai trouvé, le Maroc, comme vous le savez, c'est des 3 pays encore une fois étudiés, c'est celui qui est le plus particulier, parce que, comme vous l'avez dit, il y a le commandeur des croyants, qui est donc Mohamed VI, et qui, ce roi, donc c'est une royauté, le roi a un vrai pouvoir au Maroc, il a un vrai pouvoir aussi avec le Marzen, etc. Donc, je trouve que ce qui est assez intelligent de la part là, c'est moi qui parle, c'est ce que j'ai constaté, c'est que la monarchie marocaine a vraiment su s'adapter à une demande populaire en 2011 et a su concéder au moment où il le fallait quand même une possibilité pour un gouvernement de se constituer quasiment de manière autonome, ce qui est quand même quelque chose de totalement nouveau pour le Maroc. Bien sûr. Les islamistes ont été, encore une fois, par Hassan II et par Mohamed VI, il y a eu une politique qui a été mise en place par rapport à eux, comme vous le savez. Il y a 2 familles importantes, donc islamistes, notamment avec une origine soufie pour l'islamisme qui a pu se développer à partir des années 60-70. Et c'est vrai que c'est à partir des années 80 où il y a vraiment eu une politisation plus importante, une organisation plus importante qui a donné le PJD. Je vais très vite parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai trouvé, donc 2011, voilà ce qui se passe. Vous savez que les attentats de Casablanca ont eu un impact très fort puisque la monarchie a décidé, en 2003, d'enfermer un certain nombre d'islamistes, salafistes, etc., pour pouvoir prouver donc aussi aux Marocains qui étaient en train de prendre le sujet de l'islamisme et de l'islamisme radical très au sérieux. On est 2 ans après le World Trade Center quand même. Il y a aussi une volonté du Maroc de montrer aux États-Unis et aux Occidentaux que le problème est pris en main, que ce sont des partenaires, des alliés. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'aujourd'hui, les Américains sont presque plus proches dans la démarche de l'antiterrorisme des Marocains que les Français. Donc voilà. Et l'arrivée de Ben Kiran, qui est quand même un peu la figure forte de Lila Ben Kiran, qui était donc le premier ministre jusqu'en 2016, début 2016, montre une chose, c'est que on donne la voix au PJD. Le roi, évidemment, pour moi en tout cas, comprend que c'est important, comprend qu'il y a une demande. Il y a aussi un PJD qui, dans sa communication et dans sa représentation, se modernise, communique aussi avec l'Occident, à des gens qui sont des jeunes, par exemple. Moi, j'ai rencontré donc plusieurs femmes députées PJD assez jeunes, de mon âge, qui ont un langage commun avec moi, qui ont une vision du monde qui peut se rapprocher. Voyez. Donc il y a vraiment, c'est ce que j'ai développé dans mon livre aussi, une vraie communication qui s'organise dans ces partis. Et le PJD, je pense, a compris comment ça pouvait fonctionner aussi. Il y a des femmes qui apparaissent non voilées aussi aujourd'hui. Oui, justement, la question, elle est là, Madame Anne Clémentine-Larocque. Est-ce que le PJD a resté fidèle par rapport à sa philosophie dès le départ, ou bien il s'est adapté par rapport à une autre façon de faire et en même temps a cédé du terrain par rapport à la gestion du pouvoir au Maroc? C'est ça la question essentielle. Moi, je pense qu'il s'adapte. Moi, ma conclusion, c'est que je pense qu'il y a une adaptation. Il y a déjà, et ça je l'ai montré, une volonté de détacher le logiciel, la matrice idéologique religieuse, ça a été dit en 2016, du discours politique. Pour moi, c'est un parti qui est devenu un parti pragmatique, progressiste, en tout cas dans les mots, et le logiciel, je dirais, religieux, ils ont compris, mais comme Enarda en Tunisie, ils ont compris qu'il y avait quand même une nécessité à le mettre davantage de côté s'ils veulent vraiment réformer le pays. Parce qu'on leur a reproché quand même aussi de ne pas avoir fait suffisamment de réformes économiques.
Ah Vous oui, voyez mais c'est ça. Parce que pourquoi ils ont été élus, c'est ça. Hein. Ah ouais. Ils Justement. incarnaient une nouvelle possibilité en fait de faire évoluer le Maroc, de faire avancer le Maroc. Les réformes économiques n'ont pas été satisfaisantes, donc la grogne sociale potentiellement elle peut exister encore. Qui grandit encore davantage. Et elle grandit encore, mais comme en Tunisie, c'est exactement la même chose. Donc ils n'ont pas rempli le contrat, si vous voulez, à 100%. Hein. Mais ils ont, en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même eu une réflexion. Déjà, l'expérience du pouvoir, elle vous fait réfléchir à la manière dont vous organisez votre parti. Ils ont lâché, je dirais, donc la matrice religieuse, qui est quand même assez intéressant. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'on a quand même un débat, même s'il est moins important et moins approfondi qu'en Tunisie, parce que ce n'est pas une démocratie en tant que telle, vous voyez, républicaine. On a quand même une communication différente et des échanges, en tout cas, une réflexion différente par rapport à ce que peut devenir le Maroc demain. C'est-à-dire que le roi a nécessairement il a un devoir de réfléchir au fait que maintenant il y a des familles politiques qui doivent prendre nécessairement en compte. Vous voyez, même si il continue, et je sais que c'est compliqué à aborder comme sujet, mais même s'il continue, je dirais pas à tirer les ficelles, mais à être quand même dans la stratégie de ce qui se passe, vous avez quand même dû avoir des tractations, des relations, des échanges, un dialogue qui s'est instauré. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Après, sur l'idée laïque, c'est très différent. Moi, vous pourrez le voir dans mon livre, j'avais interviewé à l'époque le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Daoudi, qui avait ri, qui est quelqu'un de très lettré, très cultivé, qui a fait ses études en France, d'ailleurs, et qui m'avait dit, mais votre histoire de laïcité, là, en France, c'est quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Regardez où ça vous mène. Vous avez un problème avec vos minorités musulmanes, vous avez un problème aussi avec ce que signifie l'intégration d'un islam en France, etc. Voilà, nous, on pense que la laïcité, c'est justement contre-productif par rapport à l'unicité, enfin, et à l'indivisibilité surtout d'un État. Est-ce qu'on peut dire, madame, que le Maroc vit un islam laïque? Je pense qu'il y a effectivement des gens qui conçoivent l'islam comme possiblement laïque à terme, ouais. Je pense qu'on est dans un début de sécularisation pour moi, au Maroc. D'accord. Parce que là, j'espère en tout cas aussi, parce que finalement, c'est pas que j'espère, c'est quelque chose qui pourrait effectivement aussi ouvrir le Maroc à plus de possibilités, enfin au pluralisme, vous voyez, dans ce sens-là. Il y a déjà des gens de gauche, il y a déjà des socialistes, il y a déjà des laïcs au Maroc. Mais la reconnaissance de pouvoir l'être, si vous voulez, publiquement, et ça me semble très, très, très important. Ah oui, il ne faut pas oublier, nous avons un commandeur de croyants, ça aussi. Donc, mais c'est ça tout. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce statut de commandeur des croyants, comme vous le savez, il ne vient pas il y a 100 ans. Hein. Le commandeur des croyants, c'est un statut que s'est auto-donné, en fait, le roi du Maroc. D'accord ? À un moment donné, alors avec une légitimité, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça permet aussi d'incarner, justement, précisément à l'inverse de la France, une autorité qui garantisse l'islam du milieu, vous voyez, ce qu'ils appellent l'islam du milieu. C'est-à-dire un islam qui soit plus modéré, moins empreint d'idées radicales et qui soit plus, finalement, géré. Donc, je veux dire, le fait qu'il y ait un commandeur des croyants, c'est historiquement, comme vous savez que c'était les sultans, les califes, etc., qui avaient ce titre-là, religieux, on peut sourire, mais en fait, politiquement, c'est très intéressant parce que c'est aussi une manière de pouvoir gérer les extrêmes. Vous voyez ? Voilà ce que je pense. Bien entendu, Madame Larocque, mais le Marocain, autant que tel, reste assez fin sur le plan économique. Donc, si on a bien compris un petit peu cette expérience de la gestion du pouvoir des islamistes au Maroc, voire aussi ailleurs, voire la Tunisie, mais sauf l'Égypte, comme vous l'avez bien dit au départ, il y a cette affaire de M. Sissi, il y a un manque d'expérience en termes de gestion de l'économie, voire les affaires. Et parfois, il y a des qui font mal au cœur. Oui, mais c'est pas... Le problème, c'est qu'il se passe quelque chose aussi au Maroc, c'est que le milieu des affaires et des entrepreneurs est très déconnecté du milieu politique, pour le coup. Et oui. C'est-à-dire que vous avez des grands industriels, phosphate, etc., enfin, vous savez, qui gèrent leurs affaires et qui ont des fortunes et qui sont en lien avec des investisseurs étrangers, tout ça. Bon, voilà, ça se développe, mais il n'y a pas assez, évidemment, de lien de leurs dividendes avec ce qui se passe pour la population, avec la demande de la population, et surtout,
il y a moins que dans d'autres pays de rapport entre les milieux d'affaires et les politiques. Hein, c'est quand même très, très séparé. Oui, mais cette séparation, comme vous le dites, madame, pose un réel problème. Oui, ces islamistes, avec quoi ils vont gouverner s'ils n'ont pas cette valeur ajoutée de ces affaires qui sont conclues ailleurs, hein, donc comment ils vont faire face à des gens milieux, tout à fait. Voilà, c'est ça le truc. Oui. C'est pour ça qu'il devrait, à mon avis, c'est ce qui devrait se développer au Maroc, ce serait des corps intermédiaires chargés aussi de mettre notamment, entre est-ce que vous avez une petite idée, madame, par hasard, ces corps intermédiaires? C'est très 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 beau comme appellation. Ouais, corps intermédiaire, ouais. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. On est encore sur cette idée, vous voyez, de médiation. C'est ça. Parce qu'une démocratie, bon, le Maroc, pour moi, est dans un processus de transition. D'accord. Mais quoi qu'on en dise, il y a quand même une transition qui se fait de manière plus douce qu'ailleurs, certes, mais il y a une transition qui se fait. Et c'est vrai que les corps intermédiaires et les médiations entre les différents secteurs qui ont toujours été coupés pendant des années, etc., c'est essentiel pour commencer à véritablement réformer le pays, et socialement et économiquement. Sinon, on se trouve avec, comme tout le monde le dit, hein, donc je crois que vous avez des statistiques autant que la quasi-totalité des gens qui suivent ce dossier. Il y a un grand nombre aussi de Marocains qui se trouvent en Syrie et acteurs d'actes terroristes. Ouais. Et tout ça, ça porte atteinte à un pays entier qui se veut bien sûr, comme vous l'avez bien dit, hein, qui se veut être ouvert, mais aussi modéré. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui lancent des accusations assez graves sur toute une nation, comme quoi c'est le terreau des terrorismes? Effectivement, vous savez, bon, ça se justifie parce qu'il y a eu, dans les dossiers judiciaires, il y a eu beaucoup de franco-marocains. De Marocains, de franco-marocains, le lien entre les territoires, le Rif, Bruxelles, Molenbeek, la France, vous voyez, tout ça, ça existe. Il y a eu des réseaux qui ont été mis en place. Et effectivement, il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce que je peux dire, c'est que on est toujours dans le même problème. Et le terrorisme islamiste fait que démontrer qu'il y a des fractures. Les Rifins, certaines populations du Rif, ça fait depuis la SN2 que ça dure, vous le savez bien, ils ont été un peu abandonnés aussi. C'est quand même une région qui a été assez abandonnée par le pouvoir et par justement une gestion et on va dire, un développement économique minimum dans ce territoire-là. Donc il y a eu pas mal de migrations, à un moment donné, des Rifins vers la France, vers la Belgique, vers l'Europe de manière générale. Et comme on l'a dit, il y a des réseaux qui sont fixés, qui sont pas forcément des réseaux terroristes au départ. Mais l'organisation finalement du terrorisme islamiste en Europe, elle s'est appuyée bien sûr sur des pays pivots, sur des régions pivots. Il n'y a pas que le Maroc. On ne peut pas stigmatiser le Maroc comme pays qui serait le terreau du terreau. Il y a la Tunisie, bien sûr. Il y a l'Égypte. Il y a aussi, évidemment, le lien avec l'Afrique subsaharienne, qui elle-même, si vous voulez, est alimentée par un autre type de terrorisme islamiste. Il y a le Liban également. Donc, le Maroc fait partie, effectivement, des pays pivots, qui ont fait partie de l'articulation, en fait, de territoires différents. Mais ce qu'a voulu montrer aussi le roi et ce qu'a montré aussi le PJD, c'est que des lois antiterroristes ont été prises, des mesures antiterroristes existent. Il y a un service de sécurité assez performant. Ah bah oui, enfin, c'est énorme. Il y a je sais plus, son nom m'échappe, mais celui qui est chargé, ce qu'on appelle le FBI marocain, oui, c'est très médiatique là. C'est Hamouchi. Voilà. Hamouchi, voilà. Hein? Voilà. Et donc il y a eu d'ailleurs une forte démonstration dans la presse marocaine et dans les médias marocains de toutes les cellules qui ont été justement trouvées à Melilla, etc. Enfin, vous voyez, Ceuta et Melilla. On a vu beaucoup de choses. Moi, quand j'y étais justement en 2016, il y avait eu une arrestation juste avant. Ils montraient tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Enfin, il y a une démonstration quand même aussi de cette volonté d'être vraiment dans la lutte antiterroriste. Parce qu'effectivement, après, vous avez eu effectivement des écoles, vous avez des mosquées qui ont pu être salafistes et qui ont pu être radicales et qui ont alimenté un discours, bien évidemment. Et je pense aussi que le recul du soufisme au Maroc, le recul du soufisme et l'arrivée des Saoudiens et d'une forme de salafisation a bien aussi posé problème. Mais comme dans tous les pays de l'Afrique du Nord, vous voyez, cette salafisation, elle est arrivée de manière générale. C'est pas que le Maroc. Après, les liens entre les territoires marocains, effectivement, plus, finalement, moins développés et des territoires en relation avec la pauvreté, bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas, voilà, exactement.
on est quand même dans quelque chose qu'il faut réfléchir de manière plus complexe. C'est un cercle qui est quand même vicieux, si on prend un petit peu pour le mot de la fin. Donc, nous avons une expérience de PJD dans la gestion du pouvoir. Nous avons je ne veux pas dire l'État dans l'État, mais je vais dire comme quoi un collectif d'hommes d'affaires qui vivent leur vie et qui font du business entre eux. Il n'y a pas une valeur ajoutée pour la société, vu que les poches sont vides pour ce gouvernement qui doit faire des choses par rapport à la population. Mais en même temps, la différence se creuse davantage entre les différentes sociétés marocaines et on se trouve avec un terreau du terrorisme encore davantage. Selon vous, est-ce qu'il est temps de faire vraiment une table ronde où tous ces intermédiaires dans l'abolition de la radicalisation au Maroc peuvent se mettre à table et de créer ce corps que vous venez de le citer tout à l'heure, très important, corps intermédiaire. Bien sûr qu'il est temps. Je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, mais je pense que l'idée, vous voyez, on en parle déjà ici, c'est un bon signe. L'idée peut être lancée et surtout, c'est une volonté, il y aura forcément une volonté politique, il faut aussi que ce soit porté par des gens qui il en va de leur intérêt aussi. Et voilà, qui ne soient pas, évidemment, mais qui portent des valeurs, qui soient au-delà de leurs propres intérêts, en effet, et qui n'aient pas peur non plus de dire au roi. Voilà, parfait. Merci, Madame Anne Clémentine Larocque, par rapport à cet éclairage fort intéressant sur deux niveaux, la France et le Maroc. Et comme vous l'avez bien dit, la relation entre la France et le Maroc, c'est une relation un peu spéciale. C'est freudienne, donc une relation freudienne. Voilà, donc c'est rarissime d'avoir une relation pareille. Il faut bien préciser dans notre auditoire que Madame Anne Clémentine Larocque est spécialiste de l'idéologie islamiste, maître de conférence à Sciences Po Paris, mais surtout, il a pu apparaître un ouvrage très intéressant. J'invite notre auditoire à le feuilleter parce que il y a des choses à savoir et à comprendre davantage. Islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, avec une comparaison assez frappante quand même entre les trois pays. Édition PUF 2018. Madame Larocque, je vous dis merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci aussi, madame. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.